Salut Guy Vincent. Salut Marcel, bonjour tout le monde. Alors, la vidéo du Devoir 3. Voilà, qui a été posté il y a 2-3 jours. Et donc on voudrait simplement vous donner une petite description rapide de ce que vous êtes supposé faire pour cette nouvelle version du même jeu, Lights Out. Donc, on est toujours dans le jeu Lights Out, mais en bout de piste, on souhaite lui fournir une interface utilisateur graphique et plusieurs fonctionnalités. Voilà. Donc si vous vous souvenez de ce que vous avez fait pour le devoir 2, vous avez écrit du code qui est capable de trouver toutes les solutions du jeu pour un tableau qui est initialement complètement éteint. Donc, par exemple, si vous utilisiez votre code pour ce tableau-là, qui est un tableau en 3 par 3, qui a une seule solution, votre solution aurait dit, eh ben, il faut cliquer sur les 4 côtés ici, et il faut aussi cliquer au centre. Voilà. Et ça, c'est la solution unique qui va résoudre ce board, ce tableau, mais à condition qu'il soit complètement éteint. Donc là, on change la donne. Ouais. L'idée va être que on veut fournir une fonctionnalité où l'utilisateur joue avec le jeu et à un certain point prend une décision, dit moi là j'en ai marre, je veux savoir quelle est la solution, mais quelle est la solution à partir du jeu courant. À partir de là où je suis. Je suis l'utilisateur, j'ai déjà fait tout ça, et maintenant, je voudrais qu'on me donne la solution. Clairement, la solution qu'on avait calculée pour le devoir 2 ne marche pas là. Parce que si je clique aux 4 coins et au centre, je ne vais pas avoir une solution. Donc en fait, il faut contraindre la résolution du problème avec la position du tableau à partir de laquelle on commence. Ouais. Donc, il y avait on supposait toujours que le modèle de départ était celui où le tableau est tout éteint. Maintenant, le tableau de départ est celui qui est représenté dans l'application et ça, on va appeler ça un game model. On va appeler ça le modèle, le game model. Voilà. Et donc ici, ce qu'on souhaiterait, c'est que notre code soit capable de dire ah mais si on part de là et pas de tout éteint, à ce moment-là, la solution consiste à cliquer ici, ici, ici et ici. Voilà. Parfait. Ok. Donc, revenons là-dessus. Donc, ce fameux game model dont on a parlé n'a rien à voir avec l'interface usagée. C'est vraiment une structure de données qui capture le fait que chacune de ces cellules-là est allumée ou pas. Voilà. Donc, ça nous dit dans quel état est notre jeu au moment où on essaie de le résoudre. Okay, donc, c'est vraiment... C'est semblable au tableau qu'on avait dans Solution. Donc, ça a une taille, ça a une largeur, une hauteur. Voilà. On le spécifie. D'ailleurs, initialement, c'est complètement éteint et on le construit en appelant cette méthode set qui dit simplement pour la colonne I et le rang J, elle est allumée ou elle est éteinte. Okay. Donc, c'est pas... Il ne faut pas confondre avec sélectionner ou pas. Ici, c'est non. Allumer ou pas. Voilà, c'est simplement, on spécifie exactement l'état du modèle pour passer en fait aux méthodes qu'on avait déjà définies dans le premier devoir, dans le deuxième devoir, pardon. Et donc pour toutes ces méthodes, enfin un certain nombre de ces méthodes en fait, travailler avec, en partant du principe que le modèle qu'elles essayaient, le jeu qu'elles essayaient de résoudre, c'était le jeu complètement éteint. Donc ce qu'on veut faire maintenant, c'est rajouter cette contrainte de dire non, pas un jeu éteint, ce jeu-là, un jeu dans cet état-là. D'accord.
Donc, il y a la méthode Still Possible, la méthode Finish en ce qui concerne solution, il y a la méthode Solve en ce qui concerne Lights Out. Et ces méthodes-là, et bien maintenant, on veut une nouvelle version pour elles, pour lesquelles on peut spécifier un modèle et on veut recevoir la même chose. C'est-à-dire quelles sont toutes les solutions pour ce jeu, étant donné son état de départ. Donc, on ajoute aussi un élément de complexité ici qui est on souhaite que le code existant, les méthodes qui n'avaient pas le modèle, doivent demeurer fonctionnelles. C'est vrai. En particulier, tous les tests qui fonctionnaient pour le devoir 2 doivent fonctionner à nouveau. Exactement. On ne veut pas aller en arrière. Donc, on va dire que c'est pour des raisons de compatibilité. Peut-être qu'il y a des gens qui utilisent notre code maintenant, et donc on ne veut pas casser ça. Mais par contre, on veut fournir de nouvelles fonctionnalités. Donc, il va falloir qu'on ait une nouvelle méthode Still Possible, mais on a toujours l'ancienne. Une nouvelle méthode Finish, mais on a toujours l'ancienne. Et on va en fait vous mettre une contrainte supplémentaire, qui est que on veut que vous fassiez ça proprement. C'est-à-dire que vous ne dupliquez pas votre code. On ne veut pas que vous ayez le code de Finish, l'ancien, et pratiquement le même code avec la nouvelle implémentation. Donc il va falloir que vous repensiez un peu votre code de façon à ce que vous ne changiez pas l'interface. L'ancienne méthode est toujours là, mais par contre le code à l'intérieur n'est pas dupliqué. D'accord. Voilà. Ah oui, il y a aussi une nouvelle idée ici. Donc quand on trouvait une solution, c'est que des fois on trouvait plusieurs solutions pour un tableau donné. Et quand on trouvait plusieurs solutions, les solutions pouvaient demander un nombre d'interactions différents. Certaines demandaient à l'utilisateur de taper 2-3 fois et d'autres demandaient de taper 5 fois. Et donc, on va appeler ça la taille de la solution. La taille de la solution, c'est le nombre de fois que l'utilisateur doit taper sur le tableau pour exécuter cette solution. Et donc, clairement, si on est compétitif un peu, on souhaite non seulement solutionner le jeu, mais on veut le faire avec le moins de clics possible. C'est ça. Donc, pour toutes les solutions qui sont réalisables pour un jeu donné, on va proposer à l'usager celles qui requièrent le nombre le plus petit de clics. Ça. Mais ce n'est pas forcément unique. Et c'est pas forcément unique. Donc, il peut y avoir en fait plusieurs solutions. Il y a des solutions plus ou moins longues, mais parmi celles qui sont les moins longues, il peut y en avoir plus d'une. Et pour ça, on n'a pas de contrainte. Donc, à partir du moment où vous retournez une solution, donc ça, on est en train de parler de la méthode Solve Shortest, qui est une nouvelle méthode. Celle-là, elle retourne directement une seule solution, et cette solution doit simplement avoir la caractéristique qu'il n'existe pas de solution segment plus courte. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est la question 1. On va vous fournir quelques tests d'ailleurs pour la question 1. Donc assurez-vous que votre code marche sur ces tests, bien sûr. Donc la partie 2, c'est là où on réalise l'interface utilisateur graphique. Oui. Donc on voit ici sur l'écran des exemples où on part d'un jeu qui est tout éteint. On a cliqué une cellule, les voisins se sont allumés, on en a cliqué une autre, ça a eu un effet sur le jeu, etc. On va utiliser une architecture d'application qui est bien connue, qui s'appelle modèle vue contrôleur. Oui. On va faire une vidéo spécifique pour expliquer bien en détail les avantages de cette architecture d'application-là. Mais essentiellement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une application qui favorise une séparation claire des tâches. Il y a un objet qui s'appelle le modèle qui capture la représentation du jeu, son état, l'état du jeu, être allumé ou pas pour chacune des cellules. Il y a une vue qui est vraiment le rendu visuel du modèle et il y a le contrôleur qui est le cerveau qui implémente vraiment la logique de ce jeu-là. Voilà, et les trois parties du design là, vont en fait interagir les unes avec les autres pour fournir la solution finale. Mais chacune va avoir ses propres concerns et ses propres problèmes et va résoudre ça et ne va pas vraiment s'inquiéter de ce que font les autres.
Donc, le modèle, c'est le game model dont on a parlé précédemment. Voilà, oui. Mais là, on va l'augmenter un peu pour qu'il puisse s'insérer dans cette application graphique-là. Voilà, il a besoin d'être capable de faire un peu plus que ce qu'il était capable de faire jusqu'à présent. Par exemple, jusqu'à présent, le modèle était construit simplement en assignant, en éteignant, en allumant des positions sur le tableau, alors qu'en réalité, bon, dans le jeu, ce qui se passe, c'est que l'utilisateur sélectionne une tuile, et ça, ça change l'état de cette tuile, et ça change l'état des voisins de cette tuile. Aussi. Donc là, maintenant, on a une méthode dédiée à ça, la méthode click, qui va en fait modifier l'état du modèle pour refléter le fait que telle tuile, ici la rangée I, la colonne J, a été sectionnée. Le modèle capture aussi des informations comme quel a été le nombre de clics. Et donc, oui. Si la vue va consulter le modèle afin d'afficher le bon nombre d'étapes en bas de l'écran. Voilà, il dit aussi si le jeu est fini. Randomize. Donc ici, si je regarde à nouveau mon jeu, donc là je pars d'un tableau qui est complètement éteint et puis je joue. Si je veux partir de quelque chose d'un peu plus excitant que ça, je peux cliquer sur Random et là le modèle va générer un positionnement de façon aléatoire pour que ensuite j'ai ça à résoudre. Donc je clique Random et là je viens d'obtenir une position de départ aléatoire. Clique Random, position aléatoire de départ à chaque fois. Alors il y a un petit truc là, c'est que comme on disait tout à l'heure, toute position n'a pas forcément de solution. On avait montré des exemples dans le premier devoir, dans le devoir 2, pardon. Et donc là, ce qu'on veut, c'est que certes, la position générée est aléatoire, mais elle a au moins une solution. Donc nous, on veut vendre beaucoup d'applications et on ne veut pas de clients frustrés. Donc ce serait très frustrant de nous fournir une solution qui est impossible, qui n'a pas de solution. Voilà, un point de départ. Un point de départ qui n'a pas de solution. Qui n'a pas de solution, ça ne marcherait pas bien. Donc ici, là, chaque fois que je clique, j'ai un nouveau point de départ, toujours aléatoire, mais tous ces points de départ ont au moins une solution. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être l'illustrer en... Alors voilà, la dernière partie de cette application, c'est la capacité qu'elle a à donner à l'utilisateur la solution si l'utilisateur la demande. Si je clique sur solution, vous voyez que certaines des cases maintenant sont illuminées de manière un petit peu différente et ça correspond à la solution pour ce jeu tel qu'il est affiché à l'heure actuelle. Donc là, Marcel peut impressionner tout le monde en résolvant ce jeu en quelques clics et en suivant les indications subtiles du jeu. C'est ça. Voilà. Alors, pendant qu'on fait ça... Peut-être introduire l'idée que c'est du GPS. Voilà, l'idée du GPS, qu'est-ce que c'est ? Là, vous voyez, Marcel suit bien les indications. Donc, en fait, il clique exactement sur la bonne solution. Donc, alors, ce qui se passe, c'est que la solution qui est affichée, elle a de moins en moins d'endroits qu'il faut cliquer, puisque Marcel en clique de plus en plus. Mais disons que Marcel soit créatif et décide de cliquer en dehors de la solution. Eh bien, il va falloir que l'application mette à jour l'information au fur et à mesure pour que ce qui est affiché est toujours la solution du problème tel qu'il est donné à l'heure actuelle, donc tel qu'il est maintenant, et non pas la solution qui avait été affichée sur le problème initial. Donc on appelle ça le GPS. Pourquoi ? Parce qu'avec votre GPS, si vous suivez
gentiment les conseils du GPS. Le GPS continue à dire ce qu'il vous a dit depuis le début. Cependant, si pour une raison quelconque vous décidez de prendre à droite quand le GPS vous a dit manquez la gauche, sortie, vous manquez la sortie, vous continuez un peu, vous pensez que c'est plus beau par là, et bien le GPS va immédiatement recalculer la solution et va toujours vous donner une solution en fonction de votre position actuelle. Et là, c'est la même chose. Mon GPS me donne la solution pour le problème qui est affiché. Y compris là, ce qu'on voit, c'est la solution pour le problème initial, du coup. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le tour, je pense, oui. On n'a pas dit peut-être que la vue, donc pour créer la vue, on va se baser sur des classes qu'on aura vues en fait dans les laboratoires. C'est ça, laboratoire 7, dernière partie. On vous présente le jeu qui s'appelle Puzzler. Et dans ce jeu-là, il y a une classe qui s'appelle JButton qui est très semblable à celle que vous allez utiliser pour cette application-là. Toutes les tuiles orange, etc. sont fournies dans la solution de départ. Donc, c'est comme pour les autres devoirs. Si vous allez à la partie fichier, il y a une archive qui vous est fournie avec les icônes et des instructions de départ. Voilà. Et donc aussi, donc comme ce jeu en fait est une continuation du devoir 2, donc l'idéal c'est que vous partiez de votre solution pour le devoir 2 et que vous continuiez à construire là où vous avez laissé. Ben, si vous ne souhaitez pas faire ça, ou si vous n'avez pas fait la question 3 par exemple, donc votre solution est un peu plus lente que nécessaire, si vous voulez, vous pouvez tout à fait partir de la solution qu'on vous a fournie. Ou un mélange. Ou un mélange, voilà. Vous partez de ce que vous voulez dans la mesure où ça marche. Et ce qu'on va évaluer, c'est les nouvelles choses qui ont été introduites pour ce devoir. Voilà. Parfait. Donc c'est tout, je pense. Donc on vous souhaite bonne chance, puis voilà. On poursuit la discussion sur Piazza comme toujours. À bientôt. À bientôt.